Francis Arcentiev. Le 17 mai 1998, Francis Arcentiev et son mari Sergueï Arcentiev se lancent dans une tentative sur l'Everest. Francis a 40 ans, elle vient du Colorado. Sergueï, lui, est déjà une légende. On le surnomme le léopard des neiges, parce qu'il a gravi les 5 plus hauts sommets de l'ex-URSS. Leur objectif est clair, presque obsessionnel. Faire de Francie la première américaine à atteindre le sommet sans oxygène. L'Everest culmine à 29 032 pieds. À cette altitude, l'air n'offre qu'environ un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Et pourtant, ils veulent y aller sans bouteille, sans radio, sans Sherpa, uniquement avec leur force et leur expérience. La veille, leur fils de 11 ans, Paul, fait un cauchemar. 2 grimpeurs piégés sur une montagne, incapables de redescendre. Francie balaie la peur d'un geste. Ils partent quand même. Au-dessus de 26 000 pieds, chaque pas devient une punition. Sans oxygène, la souffrance n'est pas fatigue, c'est une lente asphyxie. Le corps se dégrade en temps réel. Et malgré tout, le 22 mai, à 14h30, Francis atteint le sommet. Mais quelque chose ne va pas. Ils ont pris trop de temps. L'heure sûre pour faire demi-tour était 14h. Il est déjà tard et ils sont encore dans la zone de la mort, cette bande au-dessus de 26 000 pieds où le corps humain commence à s'éteindre en quelques heures. La nuit tombe. La descente devient un cauchemar. Dans l'obscurité et le froid, le couple se sépare. Sergueï parvient à rejoindre le camp. Francis, elle, n'arrive pas. À l'aube, Sergueï reprend des bouteilles d'oxygène et remonte pour la chercher. Puis, il disparaît lui aussi. Le 24 mai, le grimpeur britannique Ian Woodall aperçoit quelque chose dans la neige. Une silhouette immobile, habillée de violet, à environ 1148 pieds sous le sommet. C'est Francis. Elle est là depuis 24 heures, dans un enfer de moins 40 degrés Celsius et de vent à 70 miles par heure. Et le pire, elle n'est pas simplement morte. Le froid et l'hypoxie l'ont fait basculer dans un état de confusion extrême. Elle est convaincue de brûler. Elle s'est déshabillée jusqu'aux sous-vêtements. Ses mains et ses pieds sont noirs de gelure. Yann tente de la rhabiller, de la réveiller, de la ramener. Mais à cette altitude, le corps se transforme en pierre. Ses muscles sont raides, ses bras et ses jambes ne se plient plus. Et dans la neige jusqu'aux genoux, la déplacer est impossible. Yann lutte plus d'1 heure, puis doit choisir. Rester avec elle et mourir tous les deux, ou repartir et survivre. Il la quitte. Francis meurt dans la nuit. Son corps reste là 9 ans. Les grimpeurs la surnomment Sleeping Beauty, parce que son visage paraît calme, presque paisible, comme si elle dormait. Et l'année suivante, on retrouve Sergueï. Il est tombé en tentant de rejoindre sa femme. En 2007, Ian Woodall revient. Il déplace le corps de Francis hors de la trajectoire principale et l'enveloppe dans un drapeau américain. David Sharp. Le 13 mai 2006, David Sharp, 34 ans, grimpeur britannique, part seul pour l'Everest. Il est expérimenté. Il a déjà fait le Kilimandjaro, l'Elbrus, la Concagua. Mais l'Everest est une obsession. Il veut le sommet à sa manière, sans Sherpa, sans radio, sans équipe pour le surveiller. Il n'emporte pas d'oxygène comme soutien normal, seulement 2 bouteilles, urgence. C'est sa 3e tentative. En 2003, il a fait demi-tour. En 2004, il est remonté très haut, mais a abandonné à cause de gelures. Une autre fois, il s'est approché à environ 1148 pieds du sommet avant de renoncer. Cette fois, il est déterminé, je vais le faire. Le 14 mai, plusieurs groupes le croisent à différents points sur l'itinéraire. Personne ne sait avec certitude s'il a atteint le sommet. Ce qu'on sait, c'est qu'à la descente, il se réfugie dans un abri rocheux, tristement célèbre. Green Boots Cave, à environ 27 890 pieds, un endroit où repose déjà, depuis 1996, le corps d'un autre grimpeur. Sharp est épuisé. Il gèle. Il s'assoit, recroquevillé, les bras autour des genoux, des cristaux de glace suspendus à ses cils. Il fait moins 20 degrés Celsius et il est sans oxygène depuis des heures. Et puis, le monde passe. Au tout début du 15 mai, des grimpeurs turcs le trouvent. Il est vivant, mais à peine conscient. Ils lui donnent un peu d'oxygène, essaient de l'aider, mais il est trop faible pour bouger. Ils continuent leur descente. Plus tard dans la matinée, le Néo-Zélandais Mark Inglis le voit à son tour. Il propose de l'oxygène. Sharp répond non. Inglis continue vers le sommet. Toute la journée, d'autres cordées passent. On comptera ensuite plus de 40 grimpeurs qui l'auront vu dans cet état. Certains essaient de lui parler. Certains tentent de le relever. D'autres le regardent et se disent qu'il est déjà mort. En fin de journée, le grimpeur libanais Maxim Chaya le trouve avec le visage noirci par le froid. Chaya reste près de lui, mais à un moment, lui aussi doit faire un choix, rester ou mourir. Il finit par partir.
David Sharp meurt le 15 mai 2006. Son corps reste à Green Boots Cave. L'affaire provoque une colère mondiale. Comment autant de personnes ont-elles pu voir un homme mourir et continuer leur ascension? Même Sir Edmund Hillary, le premier à avoir gravi l'Everest en 1953, condamne ce qui s'est passé. Puis, dans la vidéo originale, vient le parallèle. Le pire, c'est que beaucoup ont vu le danger et l'ont ignoré. Anne-Laure Schmatz. Le 1er octobre 1979, Anne-Laure Schmatz et son mari Gerhard tentent l'Everest au sein d'un groupe allemand. Anne-Laure a 39 ans. Elle a déjà de grandes montagnes derrière elle et elle veut, elle aussi, atteindre ce sommet. Gerhard atteint le sommet le 1er octobre et redescend vivant. Quand il la voit, il lui dit que la météo tourne mal et qu'elle devrait attendre. Anne-Laure refuse. Le 2 octobre, elle repart vers le haut avec le grimpeur américain Ray, dans le texte, Rajion, et plusieurs Sherpas. Les conditions sont terribles, vent violent, neige et environ moins 30 degrés Celsius. Malgré tout, Anne-Laure continue. À 13h30, elle atteint le sommet. C'est fait. Mais maintenant, il faut redescendre. La descente est un massacre. Anne-Laure et Ray avancent tant trop lentement. Ils sont épuisés et l'oxygène s'épuise. Le jour tombe et ils sont encore dans la zone de la mort, au-dessus de 26 000 pieds. Les Sherpas leur répètent la règle cruelle. S'arrêter, mourir. Mais ils n'en peuvent plus. Anne-Laure et Ray décident de passer la nuit à 28 000 pieds, à l'air libre, exposés au vent glacial. Un Sherpa, Sungdaer, reste avec eux. Au matin, Ray est mort, tué par le froid pendant la nuit. Anne-Laure est encore en vie, à peine. Avec l'aide de Sungdaer, elle tente de redescendre. Ils avancent d'environ 330 pieds. Puis Anne-Laure s'effondre. Elle n'est plus qu'à 328 pieds du camp, presque à portée du salut. Ses derniers mots sont une demande simple, de l'eau. Sungdaer doit la laisser et continuer seul. Il survit, mais perd la plupart de ses doigts et de ses orteils à cause des gelures. Le corps d'Anne-Laure reste là pendant des années. Elle devient un repère sur la voie. Les grimpeurs racontent qu'elle est assise, adossée à son sac, les yeux ouverts, les cheveux fouettés par le vent, comme un fantôme qui observe ceux qui passent. En 1984, une grosse tempête emporte finalement son corps et le fait disparaître plus bas sur la montagne. Anne-Laure Schmatz est souvent citée comme la première femme morte sur l'Everest. Rob Hall. Le 10 mai 1996, Rob Hall, guide néo-zélandais de 35 ans, mène son équipe vers le sommet. C'est l'un des meilleurs, il a déjà atteint l'Everest 4 fois. Son client principal ce jour-là est Doug Hansen, un facteur de Seattle de 46 ans, qui avait échoué l'année précédente. L'enjeu est énorme. Chaque client a payé 65 000 $ pour cette chance. La journée est surchargée. Une autre expédition commerciale, Mountain Madness, dirigée par Scott Fisher, tente le sommet le même jour. Très vite, les problèmes s'accumulent. Au Hillary Step, une section étroite juste sous le sommet, les cordes fixes ne sont pas prêtes. Résultat, des files d'attente se forment dans la zone de la mort. Des dizaines de grimpeurs restent immobiles, brûlent leur oxygène, s'épuisent, se refroidissent. Rob Hall avait imposé une règle stricte, demi-tour à 14 heures, sommet ou pas. Mais l'heure passe, et il continue. Hansen avance lentement, consomme son oxygène trop vite. À 16 heures, bien après l'heure limite, Hansen atteint enfin le sommet. Rob reste avec lui. Il refuse d'abandonner son client. Mais maintenant, ils doivent redescendre dans l'obscurité, et le temps se dégrade. Et puis, la montagne se referme. Une tempête frappe. Vent jusqu'à 70 miles par heure. Température qui plonge vers moins 40 degrés Celsius. Visibilité quasi nulle. Des grimpeurs se perdent à quelques centaines de pieds du camp. Hansen tombe à court d'oxygène près du South Summit. Il n'a plus la force de bouger. Rob tente de le faire descendre, mais c'est impossible. Il se retrouve piégé vers 28 700 pieds, dans la nuit, avec la tempête qui les broie. Rob appelle le base camp à la radio. Encore et encore. Sa voix s'affaiblit. Il gèle. Il refuse toujours de quitter Hansen. D'autres guides tentent de les rejoindre, mais les conditions rendent chaque pas suicidaire. Le 11 mai au matin, une dernière tentative de sauvetage atteint Rob avec de l'oxygène et des médicaments, mais Hansen est déjà mort, et Rob est à moitié inconscient. Le dernier appel radio de Rob Hall est pour sa femme enceinte, Jan, en Nouvelle-Zélande. Il lui dit qu'il l'aime, qu'elle doit prendre soin de leur bébé, une petite fille. Puis, la radio se tait. Rob Hall meurt le 11 mai 1996, près de son client. Son corps se trouve toujours sur l'Everest, près du South Summit. La catastrophe de 1996 fait 8 morts et reste l'une des journées les plus meurtrières de l'histoire de la montagne.
Shreya Shah Chlorfine. Le 19 mai 2012, Shreya Shah Chlorfine, 33 ans, originaire de Toronto, meurt en redescendant de l'Everest. Née au Népal, ayant grandi en Inde, elle avait ensuite immigré au Canada avec son mari, Bruce. Son rêve d'Everest remonte à ses 9 ans. Elle l'avait vu depuis un hélicoptère, avec ses parents, et la montagne s'était imprimée en elle. Elle dépense environ 100 000 $ pour cette expédition, allant jusqu'à emprunter sur sa maison pour financer le projet. Elle s'entraîne, courses en côte avec un sac lourd, escalade, préparation physique. Mais autour d'elle, certains s'inquiètent. On dit qu'elle est en retard sur certains points, qu'elle risque d'être trop lente. Bruce expliquera plus tard qu'elle ne lui avait jamais vraiment parlé de ces avertissements. Le 18 mai, Shreya quitte le camp pour rejoindre le dernier camp avant l'assaut final. Cette saison-là, l'Everest est débondé. Plus de 500 grimpeurs sont sur la montagne. Dans la zone de la mort, l'affluence crée des bouchons, des longues attentes, et l'air raréfié rend Shreya de plus en plus lente. Quand d'autres commencent déjà à redescendre, elle est encore en train de monter. À 14h au temps 30, le 19 mai, elle atteint le sommet. Encore une fois, après l'heure de demi-tour, 14h. Son chef d'équipe la supplie de redescendre, la voit faiblir mais elle continue. Elle veut le sommet coûte que coûte. Au sommet, elle pose avec un drapeau canadien, sourit derrière son masque à oxygène. Elle l'a fait. Mais la descente est un effondrement. Shreya avance au ralenti. Sa parole devient étrange, son esprit s'embrume. Elle ne peut plus se relever seule. Les Sherpas doivent la tirer, la porter, la manipuler comme on manie un corps qui se déconnecte. Elle grimpe depuis 24 heures et elle en est déjà à sa 9e bouteille d'oxygène. Et puis, le temps se durcit. Plus froid, plus vent. Shreya tombe. Elle ne peut plus continuer. Elle meurt le 19 mai 2012 en redescendant. Son corps est retrouvé près de la voie, avec un drapeau canadien posé sur elle. Bruce se rend au Népal avec l'idée de la ramener. Elle a touché son rêve, et ce rêve l'a tuée. Joshua Cheruiyot. Le 22 mai 2024, Joshua Cheruiyot, 40 ans, banquier kényan, tente l'Everest avec un objectif historique, devenir le premier Africain à atteindre le sommet sans oxygène. Joshua grimpe depuis l'adolescence. Il a atteint le sommet du mont Kenya plus de 20 fois. Il a gravi le Kilimandjaro en 15 heures. En 2023, il est devenu le premier Africain à gravir le Manaslu, 8e plus haut sommet du monde, sans oxygène. Mais l'Everest est un autre monde. Grimper sans oxygène y est rarissime. Moins de 2% des alpinistes le font. Au-dessus de 26 000 pieds, l'air est si pauvre que la plupart des gens ont besoin d'oxygène juste pour ne pas s'éteindre. Joshua connaît les risques. Son Sherpa, Nawang, porte une bouteille d'oxygène d'urgence. Mais Joshua impose une règle. Pas d'oxygène, sauf s'il s'évanouit ou si la météo tourne au cauchemar. Le 22 mai, Joshua et Nawang quittent le camp 4, vers 26 000 pieds, pour l'assaut final. Chaque pas est une agonie. Puis, près de Bishop Rock, à seulement 160 pieds du sommet, Joshua commence à déraper. Il devient confus, incohérent, n'écoute plus. On veut lui donner l'oxygène d'urgence, il refuse. Il est si proche, 160 pieds seulement d'une place dans l'histoire. Mais son corps est en train de se fermer. Au base camp, le contact radio se coupe. Le dernier message est brouillé, difficile à comprendre, mais il sonne comme un appel à l'aide. Les recherches durent des jours, freinées par le mauvais temps. Finalement, on retrouve le corps de Joshua dans une fissure de glace, toujours à environ 160 pieds sous le sommet. Il est mort juste avant de basculer dans l'histoire. Nawang, lui, n'est jamais retrouvé. Il disparaît en tentant de l'aider. La famille de Joshua choisit de ne pas rapatrier le corps. Ils décident de le laisser là-haut, là où il appartenait. Scott Fischer. Le 10 mai 1996, le même jour que Rob Hall, Scott Fischer, guide américain de 40 ans, mène l'équipe de Mountain Madness vers le sommet. Scott est connu pour ses performances extrêmes. Il a grimpé de grands sommets sans oxygène. Mais ce jour-là, la montagne est saturée. 2 équipes commerciales tentent le sommet simultanément, et cela crée des embouteillages mortels, surtout au Hillary Step. Les grimpeurs attendent en file, dans la zone de la mort, brûlent leur oxygène, s'épuisent. Et Scott, déjà, n'est pas dans son assiette. Il est malade depuis plusieurs jours. Il est épuisé aussi parce qu'il a aidé des grimpeurs en difficulté plus bas, au lieu de préserver ses forces. Mais il continue. Ses clients comptent sur lui. Quand son équipe atteint le sommet, il est environ 16 heures, beaucoup trop tard. L'heure de demi-tour était 14 heures. Redescendre tard dans l'après-midi, c'est entrer dans la fenêtre où la météo peut se déchaîner. En descendant, Scott va de pire en pire. Confusion, faiblesse, hypoxie.
Il dit à son Sherpa de guider les clients, tandis qu'il suivra derrière. Puis, la tempête frappe. 70 000 par heure, moins 40 degrés Celsius, visibilité nulle. Des grimpeurs se perdent tout près des camps. Scott traîne, recule, décroche. Son corps s'arrête, tout simplement, près du Hillary Step. Il demande aux autres de continuer sans lui. Il ne peut plus avancer. Son Sherpa essaie de l'aider, mais la tempête rend l'assistance suicidaire. Il doit choisir, rester et mourir avec Scott ou sauver les clients. Il part. Quand les secours retrouvent Scott le lendemain, il est mort. Son masque est sur son visage, mais la bouteille est vide. Ses mains sont nues, sa veste ouverte. Le froid a brouillé son cerveau au point de lui faire croire qu'il avait trop chaud. Scott Fisher meurt le 11 mai 1996. Son corps est déplacé hors de la voie principale, mais il se trouve toujours sur l'Everest. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.